Radio Sport. Bonsoir à tous, bonsoir Paris, ravi de vous retrouver entre 19h et 20h comme tous les soirs pour ce grand rendez-vous avec l'actu paralympique, avec la team d'expérience, avec Fabrice Le Boss. Salut à toi Fabrice. Salut tout le monde, salut Christophe. À nos côtés Étienne Bonamy et Jérôme Armand, bien sûr. Bonjour à tous, salut Christophe, comment ça va? Bien, et ton défi bien passé aujourd'hui? Ouais. Tu as donné de ton corps encore une fois? Presque. Oh, presque. Quelle question aujourd'hui? Si je m'en souviens. Les anneaux. J'ai été voir un petit peu vers la Tour Eiffel ce que pensaient les Français du maintien ou non des anneaux sur la Tour Eiffel. Oh là là, pour ou contre, Madame Hidalgo? Encore une grande question qui divise la capitale et le monde entier, all around the world. Nos experts seront avec nous, natation en direct, avec déjà 2 médailles cet après-midi, on va y revenir. Et Nolan, qu'on va retrouver grand plaisir à Vichy, lui qui espère disputer en natation les Jeux Olympiques les prochains à Los Angeles. Christelle nous fera ses coups de cœur et peut-être ses coups de gueule, qui sait, ce soir avant la reprise des épreuves de cyclisme, dont elle est une des plus belles ambassadrices. Elle est avec nous sur Radio Sport et nulle part ailleurs, tout comme Johan Tabarlet, notre skieur en or, champion du monde, et 4e aux Jeux paralympiques, les derniers en tout cas d'hiver. Il sera avec nous, lui qui se balade toute la journée avec sa petite mobilette particulière parce que c'est un apport différent sur une chaise, et il y a beaucoup d'athlètes qui, vous l'avez remarqué, comme notre grand Alexis Quincan, avec une lame en plus, disposent d'un matériel très sophistiqué qui peut même être réparé en temps réel dans le village olympique. Avec nous ce soir aux côtés de Jessica pour la partie santé, Bertrand Azori qui est le directeur technique du Repair Center, comme on dit en anglais, d'Autoboc, qui équipe donc beaucoup d'athlètes paralympiques. Il a beaucoup de travail pendant ces Jeux comme avant et après peut-être aussi. On parlera tout à l'heure de tourisme encore, de sport et tourisme. Hier, on a parlé du manque cruel quand même des voileux, c'est vrai. Pas de paravoile pendant ces compétitions, pendant ces 12 jours de compète. Et il y a également une autre épreuve, parce que évidemment, il y a ceux qui sont diminués par différents soucis, on l'a vu, que ce soit des soucis de membres en moins, ou tout simplement, par exemple, de problèmes de vue, comme on le verra avec Alex Portal qui va nager dans quelques instants, mais également les sourds qui ne sont pas là, mais qui ont d'ailleurs leur propre jeu. Ce serait intéressant d'en parler tout à l'heure, juste avant le top 5 de Jules ce soir, en toute fin d'émission. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Les médailles, ça a eu du mal à démarrer, mais ça y est, dans l'après-midi, on s'est réveillé, mon cher Fabrice. Oui, et pas de Marseillaise. Voilà, au bout de... Pas de Marseillaise encore? Bah non, voilà. Prépare là, il y a le petit portal en natation. Ouais, mais je boude. Prépare là. Non, je boude. Moi, ils m'ont dit qu'il y aurait tous les jours de la Marseillaise pour l'émission, il n'y en a pas. Ah Johan a dit qu'il y aurait une Marseillaise tous les jours, donc vas-y, prépare. Bon, ils ont débloqué les compteurs quand même tout à l'heure. C'est Matteo Boas en bronze. Matteo Boas, je te le rappelle, c'est du para-tennis de table. Bien sûr. En MS10. Hugo Didier en paranatation aux 100 mètres d'eau. C'est sa deuxième. Voilà. Après l'or, il a fait une médaille d'argent. Voilà. On peut pas dire autre chose que bravo, monsieur. Laurent Chardard, monsieur Laurent Chardard, c'est en paranatation, 50 mètres papillon, monsieur, en S6, médaille de bronze. Voilà pour le début de l'après-midi. Ça a été un peu long à démarrer, et il y a des choses qui sont en train de se passer, mais c'est plutôt pour l'instant du passage de quart de finale à demi. On attend Alexandra Saint-Pierre qui devrait en tennis de table basculer sur le cran du dessus. Tout à l'heure, on parlait en off des scrims fauteuils avec les repêchages où c'est compliqué à comprendre. Et pour l'instant, elle n'est pas encore pour les combats de finale de bronze. Notre Française, même si Brianna Vidé a réussi l'un de ses repêchages. Il faut grimper plusieurs. C'est pas simple. Explique-moi bien les scrims parce que j'y vais demain. Je serai en direct de je t'expliquerai en off parce que j'ai pas tout compris encore. C'est mieux. Voilà. Et tout à l'heure, Jérôme pourra nous dire, parce qu'il y a des trucs, il y a des finales qui arrivent avec... on se trompe pas, lancer du poids en F20 avec Swan Messonnier. En natation finale du 200 mètres, ça sera Alex Portal tout à l'heure, en 4 nages. Et après 20h, on aura 2 finales possibles avec des Français. Marie Gnoussou qui est en athlétisme en finale du 100 mètres. Et en finale du 400 mètres T20, c'est Charles-Antoine Cocou. D'accord, il faudra suivre évidemment, lui on l'adore. Tu mettras la Marseillaise quand même, parce que je suis à la rencontre cet après-midi au Club France quand même, de 2 sacrés médaillés, voire 3 parce que tu comptes le double mix avec la médaille de bronze, mais tu seras obligé de mettre la Marseillaise parce que je suis à la rencontre de 2 personnages que j'adore qui sont Charles Knox, qui nous a vraiment impressionné hier en para-badminton, champion olympique, tout comme Lucas Mazur qui le matin a pris médaille de bronze avec sa copine Faustine Noël, et le soir qui s'est fait sa petite médaille à lui. Et là, chapeau quand même. Ce sont 2 grands garçons et 2 gabarits, tu le verras, complètement différents. On vient de parler de la session d'athlétisme qui va arriver ce soir. Et toi, tu t'intéressais à nos amis du fauteuil, mais
avec une petite balle de tennis de temps en temps. Eh ben oui, parce que le tennis, ça roule, hein, ça roule comme sur le Tour de France. Mais ça roule parce qu'on a des bons athlètes, effectivement. La paire, Houdet et Cattaneo, ils ont gagné leur quart de finale en double messieurs. Ils sont qualifiés pour la demi. Houdet, il est aussi qualifié en simple. Tout ça, ça roule. Mais ça roule parce qu'il y a quelqu'un qui est avec eux. Tu le sais? Si je te dis, par exemple, si ambiance je te dis de la brousse, Saga Africa, ambiance de la brousse, attention les secousses. Le chef du village camerounais. Le chef du village, le sorcier blanc, il est là. C'est Stéphane Houdet qui l'a fait venir. Ça date de Tokyo. Il avait mis un petit SMS pour rigoler. Et puis, je le rappelle, c'est le vétéran de cette équipe. Le vétéran qui a 51 ou 53 ans, 53. Donc il a fait venir. Et puis Yannick Noah, c'est un sorcier. On l'appelle aussi c'est un autre qu'on appelait le sorcier blanc. Tu t'en rappelles en foot? Qui c'est, hein? Voilà, mais c'est un magicien. On parle de Bruno Metsu qui nous a quittés. De Metsu, oui, voilà, le sorcier blanc. Donc, mais Yannick, c'est un magicien meneur. Il a déjà fait ça avec le PSG. Hein. Je sais que tu les aimes, donc j'en parle. Non, je croyais que Jean-Claude Perrin à la perche. Il y avait Jean-Claude Perrin et Yannick, mais en 1986, le 8 mai 86. Non, parle pas Luis Hernandez qui avait voilà, mais donc, alors, c'est marrant parce que Yannick Noah, c'est un chanteur, un tennisman avant tout. Il a gagné Roland-Garros, mais il fait très discret. C'est un chanteur qui a gagné Roland-Garros. Oui, non, c'est un tennisman. Oui. Mais c'est un chanteur maintenant. Mais il a gagné Roland-Garros. Tu demandes aux jeunes qui est Roland-Garros, qui est Yannick Noah, ils vont te dire c'est un chanteur. Ouais. Ben si, il y en a qui n'ont pas vu son sacre en 1980. 3 évidemment, Roland-Garros. Alors là, il se balade dans Roland-Garros, tout le monde dit il est très discret, il est très humble, il est tout sourire. Yannick Noah, ça lui plaît, hein. Il défile au milieu de la délégation française, on l'a vu à la cérémonie d'ouverture. Il est en pleine forme, tout ça. Mais il le ramène, il veut surtout pas voler la vedette. Les vedettes, hein, c'est les gens qui sont en fauteuil qui jouent. Mais il dit Yannick Noah, j'ai rarement vu ça. Même quand on a gagné la finale de la Coupe Davis à Lille, hein, tu te rappelles? Mais non, il le dit, Yannick, il dit j'ai jamais vu ça. Non, tu parles de plusieurs Coupes Davis. Celle de Lille, où il y en a. Celle d'Africa, c'est à Lyon. Celle d'Africa à Lyon. Après il y en a à Lille, etc. Mais il dit j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu cette ambiance. En tout cas, il laisse la vedette, mais c'est une vraie découverte pour l'ancien champion de tennis parce qu'il savait pas ce que c'était. Mais il aime les défis, il aime les nouveautés. Il y a été, il a dit j'y vais. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte sa connaissance, son savoir du tennis évidemment, mais il connaissait Roland-Garros, je crois aussi. Il connaît Roland-Garros, mais il connaissait rien au niveau des fauteuils. Mais encore une fois, on dit c'est un meneur d'hommes, c'est un gars qui fait bouger, qui sait leur dire les bons mots pour les motiver. Et peut-être que ça va réussir. Peut-être que ça va réussir, qu'on va avoir des tas de médailles. En tout cas, Yannick, il est à fond. Il prend son rôle avec cœur. En tout cas, voilà, c'est un vrai plus. Je reçois plein de messages que vous savez. Hein, on rappelle, Fabrice, qu'on peut interréagir pendant l'émission. Tu l'oublies pas, hein, Fabrice? Oui, tout à fait. Oui. On en donne partout. Petit message de David qui me dit oui, Metsu très bien, mais il y a aussi Claude Leroy. Oublié, ouais. Je sais pas si Hervé Renard aussi. On l'a dit. Enfin, dès qu'il y a effectivement un blanc, entre guillemets, qui va entraîner un Afrique et qui gagne, on dit c'est le sorcier blanc. Moi, je pensais effectivement à Metsu et je pensais à Claude Leroy qu'on a interviewé il y a pas très longtemps, sur un match. Qui est quand même une référence. Après Fabrice le boss, après Jérôme, notre domitiste préféré, la Bible est de retour. Lui, il s'intéressait, il est allé voir tes amis. Je sais que tu les adores, parce que ça, comme t'es à Aix-en-Provence, ça sent le sud quand tu parles, toi, tu vois. C'est la boccia, hein, mon petit cochonnet. La boccia, c'est le petit cochonnet en Italie. Et on a ce soir, on a quelqu'un qui est venu nous voir qui est en Italie. La boccia, ça veut dire le cochonnet. Il fait oui, il est d'accord. Il connaît pas du tout ce jeu, c'est tout nouveau, c'est une découverte. La boccia, c'est la pétanque avec des balles molles. On a eu la médaille d'or hier, et aujourd'hui, ça continue avec le double mixte. On va voir comment ça se passe, ou comment ça s'est passé, parce que j'ai même pas vu le résultat. Heureusement, tu es avec nous ce soir, Étienne Bonamy, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Un instant même, là, je sors de la boccia, là, de retour au calme, voilà. Je peux vous dire, dans l'aréna Paris Sud 1, ça a été très chaud tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous en sommes à l'épreuve des matchs par équipe et qu'il y avait 2 équipes françaises engagées pour gagner leur place en quart de finale. La première
elle l'a gagné. C'est en BC1, BC2, ils sont 3 et notamment ils ont comme chef de file la jeune Aurélie Aubert, celle qui a gagné la médaille d'or, la première médaille d'or de la boccia. Ils ont battu les Pays-Bas. Il y avait énormément de monde. Quand je dis énormément de monde, il y avait 1500 ou 2000 personnes, c'est-à-dire parfois presque 15 fois ce qu'il y a pour un match de boccia en France ou dans un grand championnat. Et vraiment, ça chantait tout. Et puis, il y avait une deuxième équipe mixte en BC3, Sonia Ekel et Jules Ménard. Et eux, ils ont gagné au tie-break, c'est-à-dire au point décisif. Donc, je vous dis pas l'ambiance qu'il y avait. Ils ont battu les Japonais, comme ils ont perdu ce matin contre les Australiens. Et ben, ça sera la manche décisive entre Japon et Australie qui a lieu à 20h. Je peux vous dire que à la fois Sonia et Jules, je ne sais pas s'ils vont rester dans la salle, mais ils vont gagner ça parce que leur objectif, évidemment, après leurs échecs en individuel, c'est de pouvoir participer au quart de finale. Et puis, ça me permet aussi cette ambiance, le public, et ça permet aussi de parler de la relation entre les athlètes et leur assistant. Jules Ménard, son assistant, c'est son père. Voilà, qui s'occupe de lui pour la rampe et ça fait un couple. C'est pas facile, comme nous expliquait son père, d'être tout le temps ensemble, de s'entraîner, de voyager. Et c'est des rapports parfois compliqués, mais c'est aussi beaucoup de passion. Et puis Sonia Ekel, son assistant, Florent Brachet, c'est tout simplement son locataire. Voilà, donc ils se connaissent depuis longtemps, ils ont fait des championnats. On parlait hier des guides en paratriathlon, les assistants, parce que dans cette catégorie BC3 où les athlètes sont en fauteuil et ne peuvent même pas utiliser leurs mains, donc ils ont cette fameuse baguette que vous avez vue si vous avez regardé la boccia à la télévision, il faut que l'assistant dos au jeu fasse ça. Donc c'était vraiment un moment très prenant, beaucoup d'ambiance, encore du suspense pour une équipe, déjà les quarts de finale qui se joueront demain, quart de finale, demi-finale, la boccia jusqu'au bout, elle entretient le suspense. C'est ça aussi, cette sympathie pour ce sport unique et qui n'existe qu'aux Paralympiques. Et c'est une très très belle découverte. Tu as bien fait de t'y rendre tout à l'heure, Étienne. Bon ami, l'une de nos grandes voix, bien sûr, sur Radio Sport. Place aux experts, 19h12 sur Radio Sport. Ce soir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ils sont 3 avec nous pendant toute cette période de Jeux paralympiques, avec Johan Taberlet qui se promène dans les rues de Paris, Christelle qui fait son petit vélo, qui se prépare à avoir plein de médailles après la piste, et puis Nolan qui, lui, c'est des médailles quasiment tous les soirs. C'est de l'or, de l'argent, du bronze. Salut à toi, Nolan. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Tu vas te régaler Los Angeles avec l'équipe de France, hein, comme tu vas être sélectionné, tu vas tout nous rafler. Hein. J'espère bien, c'est l'objectif en tout cas. L'Académie Philippe Croison, qui a donc jeté son dévolu sur Nolan, qui rêve d'être journaliste et il s'en sort plutôt bien. Tu vas avoir une finale, tu vas être content, ce sera à 19h37. Hein, j'ai bien noté pour celui qui brille pour l'instant, parce qu'il claque à chaque fois, c'est Alex Portal. Hein. Ouais, effectivement, sur les 3 courses que pour l'instant il a fait 3 médailles, donc carton plein pour Alex en ce moment. Pas mal. Et là, ça s'est bien passé de ce matin, même cet après-midi, puisqu'on a eu 2 médailles juste avant 19h. Hein. Exactement, on a eu Hugo Didier qui était au 100 mètres d'eau S9 qui fait 2e et Laurent Chardard au 50 mètres papillon S6 qui fait 3e. Donc une bonne performance. Hugo Didier sur le 100 mètres d'eau, une courte à la stratégie comme à son habitude, parce qu'il fait des études d'ingénieur, donc c'est stratège oui. là-haut. Oui, toujours ses courses avec Hugo, elles sont exactement. Ses courses avec Hugo, elles sont toujours très stratégiques. En général, il a une bonne capacité à pouvoir relancer ses courses, à pouvoir remettre du dynamisme. Du coup, ce qui lui permet de laisser partir un peu ses concurrents, de leur faire laisser croire qu'ils vont gagner, alors qu'il va remonter tout le monde. Ah ouais, c'est pas mal, ça, c'est une bonne tactique. Hein. T'es comment, toi, quand tu nages? Toi, tu es un peu dans ce style-là ou tu attaques direct? Alors moi, je suis un peu un chien fou. En général, mon coach, il utilise une expression, ça s'appelle partir comme un lion et revenir comme un... Vous l'imaginez, comme un con. D'accord, c'est chacun son truc, hein, de toute façon. Hein. Chacun son truc. C'est une expression. Ouais. On va le rappeler, tu vises quoi comme médaille d'or, toi, déjà, au prochain jeu? Alors, ça dépend, parce que j'ai différentes spécialités. Il y a le 50 mètres nage libre et le 100 dos. Et le 100 dos, d'accord. Et ta catégorie sera quoi, pour expliquer à ceux qui nous écoutent? Ma catégorie, c'est le S9. Donc, il y a 10 catégories de handicap. Exactement, c'est ça. On est même degré de handicap selon World Paraswimming. D'accord. Ça, c'est important de le préciser. Et Laurent, c'est une surprise, le petit Laurent, non? On le voyait pas arriver peut-être en finale aussi bien, en tout cas. Ah non, pas du tout. Laurent,
Ah non, Laurent, ce n'est pas du tout une surprise. C'est d'ailleurs le nageur que je vais vous présenter ce soir. Laurent, il a 29 ans. Et Laurent ne sort pas de nulle part, car c'est quand même lui sur 50 mètres papillon l'année dernière au championnat du monde. L'argent sur le relais. Et 4e à Tokyo. Donc, il gagne une place par rapport à il y a 3 ans. Il faut savoir que Laurent Cherdard a une histoire un peu particulière. Déjà, il a fait un magnifique sport durant son enfance. Le rugby. Mais à la... pas nous ressortir du Grenoble ce soir, hein? Non, pas du tout. À la suite d'un accident, parce qu'il habitait à La Réunion, un accident de surf, il s'est fait manger par un requin. Ah, ça, j'avais lu cette histoire. Non, mais t'as raison, ça y est, ça revient. Exactement. Donc en fait, il y avait son ami qui faisait du surf, il faisait du surf tous les deux, et son ami s'est fait emporter par le requin. Il est tenté d'aller le sauver. Le requin lui a bouffé d'abord la jambe plutôt, je veux dire, et ensuite le requin est revenu lui manger le bras. Donc par chance, ça a été c'était sur bras gauche, bras gauche, jambe gauche. Ouais. Exactement. Et son côté fort, c'était le droit, c'est ça. Ouais, donc par chance, c'est bien tombé. Ouais. Et donc du coup, dès ses premiers championnats du monde, dès ses premières grosses compétitions, il commence à faire des grosses médailles. Et Laurent donc ne sort pas de nulle part. Non, il sort pas de nulle part, t'as raison. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore entendu son nom depuis le début. C'est que par rapport au Portal Didier qu'on a entendu depuis le début, ou ton ami Emeline. Parce que sa compétition a commencé que hier avec le relais 4x100 nages que les Français ont fini 6e. C'est pour ça. Alors, je regarde effectivement dans les stats de nos amis de l'équipe. J'aime bien regarder un petit peu pour voir s'ils se trompent pas. Mais ils avaient bien mis 3 médailles pour aujourd'hui, tu vois. Donc, on est pas mal. On est déjà à 2. Je pense qu'avec Alex, ça va claquer, même s'il s'est fait battre dans sa série ce matin. Exactement. Il s'est fait battre, il est arrivé 2e, mais il y a de grosses chances de médaille. Il a fait 2:15,63 ce matin. Tout est possible, comme on dit. C'est une finale paralympique. On est à Paris, on est chez nous. Il est devant son public. Et il habite à 15 minutes. Son école d'ingénieur, elle est à même pas 5 minutes à pied. Donc tout est possible et je lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. Tu restes à fond, dis-moi, pour cette émission, parce qu'à 19h37, tu as une grande mission, hein, tu le sais. Hein. Exactement, à tout à l'heure. On parlera un petit peu plus tôt, voilà. On sera avec nos amis d'Autoboc dans quelques instants, hein, du Repair Center d'Autoboc avec le directeur technique Bertrand Azori dans la page santé, préparée par Jessica Fallour tout à l'heure. Ce sera intéressant de voir tous ces matériaux, tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour améliorer les performances. Fabrice, Jérôme, quand vous avez du nouveau, vous me dites, hein. Alors, du poids, ping-pong, tennis de table, la française, hein, Alexandra Saint-Pierre a gagné 2-7, hein. Elle mène 2-7-1. On est dans le dernier ou l'avant-dernier set. Elle a une balle de match. Alexandra Saint-Pierre. On y revient. Au poids, on est plutôt pas mal. On a la finale dame, hein, Sohan Messonnier. Chaque concurrent a jeté à peu près, a lancé le poids, on va dire 2 fois. À l'issue de toute cette série de 2 essais, notre française, Sohan Messonnier, elle est 3e. Ouais. Écoute, elle est 3e. Elle est pas très proche de la 2e et de la première. Il y a 1 mètre et demi entre d'écart, mais elle est 3e pour l'instant avec 2 essais. Balle de match, tu disais donc pour la française tout à l'heure, c'est ça? Balle de match pour la française, balle de match qui a été annulée. Hein, donc le point a été marqué par la sud-coréenne, mais qui reprend l'avantage donc. La sud-coréenne qui a une balle de match. On est en quart de finale. C'est une place pour la demi-finale. On va la suivre cette balle parce que c'est vrai que si la coréenne nous marque un 12-10, c'est fini quoi. Ah non, faut pas. Non, c'est pas une balle de match. Ah non, c'est pas terminé. C'est une balle de match de 7. Une balle de 7. Est-ce que c'est la française qui mène mal exprimé. Excusez-moi d'intervenir. Heureusement que tu es là. Non, parce qu'en fait, je comprenais pas. Je dis, je dois être en retard sur le match, sur mes images à moi. On est à 2-7 partout. Voilà. On est d'accord. Christophe, sais-tu à combien de médailles on en est? J'ai pas compris, excuse-moi. Sais-tu à combien de médailles on en est depuis le début des paras? Je crois qu'on a fait 100. Non, entre les 2 Jeux Olympiques. C'est pas mal ça comme stat. Vas-y, tu peux vérifier. Vas-y, combien? Alors, pour l'instant, sur les paras, déjà. Combien il y en avait chez les normaux, chez les valides? Appel au public, t'as le droit à un appel au public. Combien? Tu peux appeler un ami. Tu peux appeler un ami. Tu peux appeler un ami. Dans le public, là, il y a du public ce soir. Si vous pouvez 61. T'es sûr? Non, je sais pas. Pour la technique, je sais pas. Comme on a du monde ce soir, essayez de me trouver le nombre de médailles, comme ça je vais vous calculer les autres. On est à combien? Vas-y, dis-moi. On est à 37 médailles paralympiques aujourd'hui. 37? Rappelle-toi... donc 63. Mais rappelle-toi l'objectif... 54, non? Non, c'est plus de 60. Mais on a déjà fait... Ça veut dire qu'on a doublé déjà ce qu'on avait à Pékin. Voilà. Et l'objectif, c'est combien? C'est dans les 8 premiers. Tu sais, c'est les réponses de Normand. Combien, monsieur, dans le fond? 64. Alors, donc, c'est bien. On a dépassé les 100 au total sur les 2 Jeux Olympiques.
Voilà. Alors on est à mi-parcours, hein. On a des jeux. Les jeux ont commencé mercredi dernier avec les épreuves qui ont commencé jeudi, donc c'est plutôt pas mal. On a passé la barre des 100. Comme dirait l'autre, ça roule. C'est une affaire qui roule. Une affaire qui roule. Ça roule. Ça roule. Ça, c'était notre émission qui est Département de France sur le Tour de France, bien sûr. Je crois que Johan a des problèmes avec son petit vélomoteur, donc on ne sait pas si ce soir il sera avec nous. Celle qui a toujours la grande forme, qui prépare toutes ces compétitions, c'est Christelle qui a ses coups de cœur et ses coups de gueule. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Je suis ravi de te retrouver. Tu as roulé aujourd'hui ? Je devais ce matin, mais là j'y vais tout de suite après la radio. Je pense que je vais aller faire un petit tour sur Paris pour aller voir la vasque et tout ça, pour aller un petit peu flâner. Ça va me faire du bien parce qu'il a pas fait beau ce matin et j'ai pu faire après d'autres choses. Donc voilà. Tu n'as pas encore vu la vasque ? Non, j'ai pas encore vu la vasque. J'ai pas eu le temps. Après j'étais partie en stage. Et voilà, donc je vais aller la voir. Et pour ou contre les anneaux sur la Tour Eiffel, alors c'est bien parce que c'est le défi du jour. On est allé voir les gens. Qu'est-ce que tu en penses pour lancer un peu le débat ? Moi, je pense que ce serait mieux de garder le chaudron, que la Tour Eiffel a défini déjà notre capitale. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir les anneaux pour définir qu'il y a eu les Jeux. Mais par contre, le chaudron, je pense que ça serait une bonne idée. Après, qu'il soit allumé tout le temps, je suis pas sûre, mais je pense qu'il c'est assez... Oui. Généralement, quand tu passes à Albertville ou Grenoble, il y a des vasques qui restent à des endroits, tu vois. Ouais. Mais à la limite, moi, je préférais qu'on garde la vasque, tellement elle est belle. Non, oui, moi aussi, je préférais qu'on garde la vasque. Je trouve que c'est plus, je sais pas. Après, la Dame de Fer, je pense que c'est bien qu'il y ait les anneaux, hein, mais après, les Jeux seront passés. Je pense que la vasque, elle a plus de... D'accord. Mais on verra l'opinion des gens, puisque tu allais lancer le défi à pas mal de personnes dans la rue, des Français, des étrangers, bien sûr, pour voir ce qu'ils pensent de ces anneaux. Toi, tu as envie de commencer par un petit coup de gueule, je sens aujourd'hui. Je te sens très remonté, Christelle. Voilà, il y a en natation, le podium de natation où le Biélorusse qui concourt, qui a concouru, a battu les 2 Ukrainiens, 3 Ukrainiens je crois en tout, et le fait de pas partager le podium, même à la sortie du bassin, il a été ignoré. Je trouve que dans le sport, c'est dommage qu'il y ait des choses comme ça parce qu'on passe outre tout ce qui se passe dans le monde. Le sport, c'est le partage, la paix, c'est les valeurs de l'olympisme. Hein. Donc, et là, qu'elles y soient pas, ça me dérange un peu en fait. Mais après, déjà, on peut, sur une bannière un peu différente, une bannière neutre, on peut participer aux Jeux Olympiques. C'est comme déjà, tu vois, sur les paras, tu peux retrouver des athlètes, qui sont pas engagés dans un conflit. Voilà, exactement. Mais après que les Ukrainiens fassent pas la part des choses, je trouve que c'est bien dommage, quoi. C'est très difficile, mais c'est pas simple. Je sais que par exemple à Monaco, il y a un club de basket où le président est russe. Enfin, maintenant il dit qu'il est hongrois depuis peu de temps, mais bon, à la base il était russe. Et son numéro 2, enfin son adjoint, est un dirigeant ukrainien. Donc, dans le sport, et tu as raison, c'est une période de trêve. On a beaucoup parlé de la trêve olympique. On parle jamais de la trêve paralympique finalement, mais ça devrait tout englober. Oui, ça devrait tout englober. Surtout que l'olympisme, c'est la paix, le partage, il y a pas, c'est les valeurs. Donc, je pense qu'il faudrait que ça soit, faut garder ça quand même, quoi. Ouais, mais tu as raison, c'est très important, il ne faut pas dédaigner. Franchement, moi je trouve que c'est le sport, c'est une compétition olympique, que tu sois de quelque origine, il n'y a pas de problème de racisme. Oui, complètement. Encore plus dans les jeux parat. Alors, je vois en squash tout à l'heure, quand tu vois en badminton plutôt, quand tu vois une différence de taille, ça peut paraître incroyable entre Charles Knox et Lucas Mazur, qui finalement, on va les écouter dans un instant, qui sont complètement différents, mais qui partagent cette même passion, qui s'entraident, quoi. C'est complètement ça, quoi. C'est un peu le parrain, le filleul. Moi, j'aime bien aussi quand tu as un coup de cœur, tu sais, Christelle. Ok, le coup de cœur pour moi c'est Marie Ngoussou, notre petite Benjamine en para, en athlétisme. Et vraiment, je trouve que c'est fabuleux à son âge de pouvoir participer à une telle compétition. Pour moi c'est fabuleux pour une. C'est la Benjamine, elle a 15 ans. Oui, elle a 15 ans. Ouais. Donc je trouve que avoir une pression telle, je trouve que c'est super. Là, sa finale ce soir, je crois à 20h20. 30 des poussières, ouais. Ouais, dans cette zone-là, ouais. Donc j'espère que ça va bien se passer et voilà, vraiment, je la félicite
de son entrée dans les Jeux parce qu'elle a réussi à se qualifier pour le 100 mètres. Donc, c'est top. Ah ouais, chapeau. Et tu sais ce que c'est, toi, quand tu es une athlète comme toi, une para-athlète, de rentrer dans un vélodrome qui est tout vide avec 10 personnes pour un championnat de France ou une compétition régionale et passer au Stade de France ou à 50 ans, ça change la donne, hein. Ah ouais, ça change la donne. Je sais qu'en paracyclisme, au vélodrome, je sais que la préparatrice mentale avait plus de boulot avec ça parce qu'il fallait qu'elle les préparait, parce qu'on n'a jamais... on a un petit bout de tribune qui est pris en général, mais là, c'est vraiment fabuleux. Je trouve que le public français et nos invités sont vraiment, c'est vraiment top. On voit aussi au CC Foot la Holla qui se fait en silence, mais c'est vraiment, c'est fabuleux. Ouais. Moi, j'ai vu ça hier soir pour la première fois quand on s'est fait battre par le Brésil. Et les gens se levaient à chaque fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Une hola en silence, quoi. Silence, c'est super. Ouais. Le clapping, c'est plus dur. Le clapping, non, on peut pas. Ça va être compliqué. Mais voilà, il se passe des choses. Cet après-midi, j'étais au basket fauteuil. Je suis allé, parce que moi, tu sais, j'aime bien me promener aussi. Et je suis allé juste voir un match. C'était un quart de finale extraordinaire entre l'Allemagne et l'Espagne. Mais t'as une ambiance, t'as des danseurs incroyables, vraiment, les speakers sont formidables. T'as Fritz qui arrive, quoi, tu vois, t'as cette mascotte incroyable. Il se passe quelque chose pendant les Jeux, comme pour les Jeux para, comme pour les Jeux Olympiques. Complètement. Je pensais que ça allait s'essouffler, mais non, pas du tout. Hein. Vraiment. Avec la rentrée scolaire, moi non plus. Ouais. C'était super. plein, merci. Dis-moi juste pour demain, tu m'as dit tout à l'heure en préparant l'émission que tu m'annonces combien de médailles pour demain? J'ai pas bien compris. Je pense qu'il y a au moins 4 médailles d'or qui peuvent être prises, plus des médailles argent et bronze. Hein. Vraiment, demain, on va faire une razzia. Une bonne razzia, je pense, ouais. Demain, avec grand plaisir. Oui, parce qu'il y a les handbags qui rentrent en piste, parce que les handbags font pas de piste. Donc, du coup, ils rentrent en route demain. Ils ne font que la route en handbike, bien sûr. Donc, on verra demain. On va surveiller cette épreuve qui est très spectaculaire, là aussi. Les contre-la-montre. Ouais, tu as lancé la période marseillaise. On va parler des médailles d'or, pas du jour, mais d'hier. Merci Christelle, à demain. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Pour Johan qui nous écoute, qui est sur la route pour rentrer chez lui à Morzine-à-Warrior ce soir. Il sera avec nous demain parce qu'il prépare, il y a un gros rallye ce week-end, si vous aimez les rallyes. Rallye de championnat de France, bien sûr, le rallye du Mont Blanc. On retrouvera Johan demain. Et je sais que Johan, il demande toujours à Fabrice, mais moi, une petite marseillaise quand même, quand il y a une médaille d'or. Médaille d'or pour un garçon extraordinaire, on l'a peut-être découvert hier, formidable, Charles Noakes, qui s'est battu face à son copain britannique parce qu'il est d'origine britannique. Charles, mais vraiment, il nous a fait un combat, un match incroyable, il n'a pas perdu un set et il a été subjugué par l'ambiance autour de lui. Ça l'a poussé en tant que chercheur d'or. Quand tu vois un public qui kiffe le moment, qui est là pour te soutenir, qui est là pour que tu puisses vraiment sortir de ta zone de confort, il fallait vraiment kiffer. Et je pense que tout le monde a besoin de vivre ces moments très intenses, forts en émotion. Quand tu vois un public en feu, tu as l'impression d'être dans un stade de foot au Brésil, en Argentine, ou je sais pas où. Et c'est des gens qui sont heureux, qui ont besoin de vivre des émotions fortes. Et quand tu vois ça, tu te dis, tu as envie de les remercier. Et la meilleure façon de les remercier, c'est de gagner. Et hier soir, je pense que cette médaille d'or, c'est un remerciement pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et quand tu vois cette ambiance, tu as envie que ça continue des jours et des jours et des mois. Parce que de manière générale, le para-badminton, il attire pas beaucoup de monde en France, même à l'étranger. Généralement, on joue devant, 20, 30, 40 personnes. Là, quand tu joues devant 5, 6 000 personnes, c'est juste incroyable. Et d'habitude, on voit pas ça en para, on voit souvent ça en valide. Et tu vois que le regard sur le handicap, il change beaucoup. Et je pense que pareil, il a mis la barre très haute. Et je pense que ça va être dur de concurrencer. On a vu hier que vous êtes servi du public justement quand vous étiez en difficulté. Il a une part importante justement dans cette victoire. Oui, en fait, ils transmettent une énergie très positive. C'est comme un peu un médicament quand ils sont moins bien. Il faut que tu trouves une ressource pour te galvaniser. Et moi, c'était vraiment l'énergie du public, l'énergie de mes parents. Et là, sur la montre, j'ai la photo de mes parents en fond d'écran. Et quand j'ai des moments de doute, je prends le temps de souffler, d'essayer de trouver une énergie. Et quand tu vois un public en feu qui chante ton prénom, qui chante ton surnom, qui invente des chansons pour toi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de mémorable. Et c'est des gens qui ont un grand cœur.
Et voilà, quand tu vois ça, tu as envie de kiffer le moment et tu as envie de gagner pour continuer à vivre ces moments-là. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez participé à une journée historique pour votre discipline avec 2 autres médailles? Lucas, il a montré la voie en début d'après-midi et moi j'avais qu'une seule envie, c'est de vivre la même chose que lui. Il m'a beaucoup soutenu durant toute ma jeune carrière. Il a tout gagné et pour moi c'est un véritable exemple. Le fait qu'il soit champion d'Europe, champion du monde et double champion paralympique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que on a une véritable chance aujourd'hui d'être des champions. On a été mis dans les meilleures conditions possibles pour y arriver. Et je pense que la France elle a fait un véritable travail pour que chaque sportif puisse aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, on peut tous être fiers d'être français. On peut être fier et tu nous avais vraiment plaisir encore une fois, on le remercie, on l'a dit tout à l'heure au micro de Radio Sport parce que franchement Charles, c'est une énergie mais c'était juste impressionnant, tout comme la belle énergie de Lucas Mazur qui lui le matin fait du bronze en double, mixte et le soir il nous décroche de l'or. Sacrée journée. C'était bien hein? C'était sympa, ouais. C'était un bon moment. C'était dur d'enchaîner les deux? Pour cette journée de finale, non, mais ça a été plus dur dans la semaine, surtout quand on a fini à 1h30 du matin. Là, ça a fait un peu plus mal. Vous étiez quand même très très fort dans la tête, hein. Vous étiez au-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai que sur la finale, j'ai eu la chance d'être surmotivé. Je crois que c'est le mot. J'ai pas laissé une once d'espoir à mon adversaire et j'en suis vraiment très content. Si on vous dit ça, c'est que ça n'a pas été simple pour arriver aux Jeux Olympiques pour vous, hein, je parle. La qualification s'est quand même très très bien passée. Ouais, mais ça avant. De quoi vous parlez? Pareil que vous avez eu du mal quand vous avez changé en plus de club et tout. Non, j'ai changé de site d'entraînement là durant la prépa. À 4 mois de la prépa, j'ai décidé de changer d'entraînement et d'entraîneur, de lieu d'entraînement et d'entraîneur. Et je crois que le résultat parle de lui-même. Voilà. Non, mais sur le coup, il paraît que vous n'étiez pas content, quoi. C'est tout. Ah oui, bien sûr. Évidemment, je venais de perdre un titre mondial, donc j'étais évidemment très déçu et très remonté contre moi-même. Et j'ai questionné mon environnement et je crois que j'ai bien fait. Avec votre envergure, jouer en double mix, c'est pas simple. Faut laisser de la place. Ouais, faut partager. Et ça, c'est vraiment pas facile, mais ouais, faut laisser aussi l'autre s'exprimer. Donc, je crois que cette belle médaille de bronze traduit qu'on a réussi à le faire et à être en osmose. Ouais, vraiment. Vous avez joué contre des adversaires que vous connaissez très bien, notamment en finale. Qu'est-ce que ça a changé? Je t'avais laissé la main, mais... d'aborder ce match. Il y a toute la partie stratégie, vidéo qui est faite en amont et qui nous permet d'avoir un plan de jeu. Après, évidemment, le plan de jeu s'adapte aussi durant le match. Si l'adversaire fait pas ce qui est prévu, ou si il vous surprend, ça peut arriver aussi. Donc, toute cette phase de préparation, elle a été prépondérante à la performance. Est-ce que ça nourrit des rivalités aussi entre joueurs qui se connaissent bien? Bien sûr, ça nourrit les résultats nourrissent les rivalités et le fait de perdre un titre mondial, ça nourrit encore bien plus mon envie de gagner. Voilà, il reviendra encore plus fort, surtout après cette médaille d'or et cette médaille de bronze combinée en double mix. Vous avez vu, hein, c'est 1m90. Il fallait qu'il laisse la place quand même à sa coéquipière Faustine Noël, toute heureuse, avec sa médaille de bronze, elle aussi, au Tour de Cou cet après-midi au Club France. Vous avez aimé l'ambiance, on imagine? On n'a pas les mots. Franchement, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir un public et en plus avec autant de personnes pour nous. Je pense que ça nous a porté. On a tout de suite pu profiter. Ce que j'ai bien aimé, c'est que juste avant de commencer les Jeux, on a fait comme une passation avec les Olympiques. Ouais. Ils nous ont raconté un peu cette ambiance. Ils nous ont dit dès la première minute, il faut en profiter. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a pris tout de suite dès le premier match les clés, qu'est-ce que le public peut nous apporter, comment on peut prendre cette énergie et c'est génial quand on la prend avec nous et qu'on les appelle, qui viennent vraiment nous aider sur les matchs et c'était vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre discipline parce que la lumière des Jeux va s'éteindre dimanche. Voilà, pour les para-athlètes, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, c'est qu'au-delà de retenir évidemment ces images merveilleuses. Qu'il y ait du monde qui vienne frapper à la porte du badminton et du para-badminton parce que c'est un sport qui est vraiment accessible pour tous les handicaps. Je pense qu'on le prouve avec nos nombreuses catégories, qu'on soit en fauteuil, en prothèse, etc., en petite taille. Oser y aller, c'est vraiment un sport très ludique quand on commence et un sport très complexe quand on veut poursuivre en haut niveau. Donc ouais, j'espère que ça va créer des passions et on attend que les gens viennent
frapper à la porte du BAD. Génial. À titre personnel, elle représente quoi cette médaille pour vous? Beaucoup de travail, beaucoup de travail, des hauts, des bas, et donc faut vraiment se remémorer tout le parcours. C'est pas tout rose tous les jours, et quand on travaille autant et avec envie et passion, et quand on est récompensé comme ça fait vraiment chaud au cœur, surtout à la maison, en face de la famille qui était venue en nombre, et aux amis. Donc et je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit les coachs, tout le staff, les partenaires, les institutions, parce que sans eux on n'est personne. Donc merci à eux. Partenaires, institutions, tous ceux qui travaillent derrière. On n'est rien. Bonsoir Jessica. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. Bonsoir. Ah, c'est bien de dire bonsoir Paris. Juste avant de présenter ton invité, Jérôme, on en est où avec notre petit ping-pong? On a gagné, on a perdu? Ping-pong, elle a perdu, elle avait gagné, elle menait 2-7-1, elle s'est fait remonter 2-2, et puis voilà. Le dernier set, le fatal, elle a perdu, mademoiselle Saint-Pierre. Très bien. Est-ce qu'on lançait? Alors, au niveau du poids, notre ami Sohan Messonnier, il est toujours 4e, et il a 3 lancers. Il a fait un jet de 16,42 m. Par contre, il y a du lourd devant. C'est un concours alors formidable. 2 Ukrainiens devant. Le record du monde déjà battu, le record olympique et tout. Donc, ça va très haut. Il faut du bon matériel. Ça va très haut et très loin. Il faut du bon matériel. Dans un instant, la course de Alex Portal, qu'on va vous commenter en direct avec Nolan, nos experts, qui est au centre à Vichy, bien sûr, pour préparer ces jeux à lui, les jeux dans 4 ans maintenant, les jeux de Los Angeles. Jessica, on va parler de quelque chose de ô combien important pour tous les parathlètes. On vous a parlé d'ailleurs ces derniers jours de ce fameux centre de réparation qui se trouve au village des athlètes, centre de réparation des prothèses, des fauteuils, ouvert absolument toute la journée, qui fait ça gratuitement, et on s'est dit c'est formidable, il faut les inviter. Mais oui, et le patron est là. Et voilà, et donc Bertrand Azori, l'homme de la situation, est parmi nous. Merci beaucoup, parce qu'on est vraiment très content de vous avoir avec nous. Alors vous êtes le directeur technique du Repair Service Center de Toboc, voilà. Et donc vous êtes présent au village des athlètes depuis plusieurs jours, et même plusieurs jours avant le début des Jeux, pour organiser toute cette logistique, parce que c'est ce qu'on va voir, c'est pas rien. Vous avez un centre qui s'étend sur 720 mètres carrés. Il y a également 14 ateliers qui sont dispatchés un petit peu partout sur les différents sites. C'est quoi le dispositif mis en place? Vous avez déjà une équipe de dingue, plus de 160 personnes, énormément 34 langues pratiquées. Présentez-nous un peu l'équipe. Alors le dispositif, effectivement, donc on a l'atelier principal qui est au village, où on a 700 mètres carrés de surface. On a donc c'est là qu'on fait les principales réparations, à peu près 90% des réparations. Dans les autres, sur chaque site, on a 2 ou 3 techniciens qui sont présents toute la journée, mais qui sont vraiment pour dépanner à court terme pendant les épreuves. On a vu à Roland qui réparait des fauteuils pendant les échanges. Mais le principal, ça se joue au village. Et donc, on a en permanence 30 techniciens de 8h du matin à 23h. Voire pas la nuit. Alors, on est dérangeable. Ça va arriver. Non, mais... On est dérangeable, voire dérangé la nuit. Il y a un portable, quoi. Voilà, il y a une ligne, et en 1 heure, on est dispo. Après, il y a 2 jours, on a fini à 23h40, puisqu'on n'avait pas terminé sur le dispositif. On n'allait pas dire aux gars, désolé, tu reviens dans 4 ans, nous, on va se coucher, quoi. Oui, parce qu'il y a des épreuves qui terminent tard. Par exemple, je pense au basket fauteuil ou au rugby fauteuil. Tout à l'heure, j'étais au basket fauteuil. Encore plus au rugby, il y a des chocs assez incroyables. Parce qu'on parle du corps, mais il y a la mécanique aussi à côté. Ouais. Alors, effectivement, le basket fauteuil et le rugby fauteuil, c'est les 2 sites où on a le plus de techniciens, et en plus on a des postes à souder qui sont présents, puisque les gars passent leur temps. C'est service à domicile, oui. Et à casser. Là, quand on est resté à 23h40, c'était un fauteuil de Badminton, un chinois, qui a cassé son fauteuil en prenant à chaque fois appui sur le dossier. Parce qu'en badminton, on recule beaucoup. Voilà, il a chaque fois pris appui, un fauteuil tout titane, il était pété des 2 côtés, et donc ils nous ont appelé à 22h, il prenait le métro,
et en disant on a besoin pour la compète demain. Et donc ils sont arrivés, il devait être 2h40, 45, et on a commencé la soudure jusqu'à 23h40 puisqu'il fallait terminer. Mais c'est pas une simple soudure à mon avis. Non, et surtout quand j'ai dit au soudeur que c'était du full titane. Il devait être content. Ouais, c'est pas la même. Jessica. Et alors niveau matériel, ça représente quoi? Alors, on est arrivé, on s'est fait livrer donc 23 tonnes de matériel. Ah oui, quand même. Ouais, 106 palettes qu'on a soigneusement démontées puisqu'on doit tout remonter après puisque tout part à Milan pour 2026 après. Donc on avait 3 jours de montage où on a construit un atelier littéralement de A à Z avec n'importe quel atelier qu'on pourrait retrouver dans nos centres. Et donc on a notamment un stock très conséquent puisqu'on a 15 000 pièces détachées en stock. Pour être pièces détachées, quand vous dites pièces détachées, ça va du petit boulon, on parlait d'un fauteuil, comme jusqu'à une prothèse de bras ou de jambes. Voilà, alors au moins les composants constitutifs d'une prothèse. C'est-à-dire pour une prothèse de membre inférieur, on va avoir tous les pieds, toutes les tailles, tous les côtés. On va avoir les tubes, les genoux, les adaptateurs, etc. Les adaptateurs, c'est important, oui. Voilà, pour tout ce qui va nous permettre de réparer un maximum. On s'appuie sur notre expérience, puisque ça fait maintenant depuis 88 qu'on est au jeu. Tous les jobs qu'on ouvre sont systématiquement, on analyse tout ce qu'on répare, toutes les pièces dont on a besoin pour être sûr au jeu d'après d'avoir à peu près tous les composants dont on aura besoin. Là, on s'est un peu fait surprendre par les trottinettes électriques qui sont hyper présentes au village, puisque la majorité, enfin beaucoup d'athlètes qui sont amputés, donc qui sont avec une prothèse. Forcément, c'est beaucoup plus simple pour eux de se promener en trottinette électrique. Alors, c'est des vraies trottinettes ou pas? John Taberlet, qui est avec nous, notre expert. Non, alors, il y a une sorte de petit moteur devant qui bloque sur son fauteuil. Alors, les personnes qui sont paraplégiques, qui sont en fauteuil, ont tous ce petit module-là qui se fixe, mais ça qui était déjà connu. Par contre, les trottinettes électriques, on n'avait pas vu. Vous n'aviez pas anticipé? Non, c'est des pneus spécifiques, des chambres à air spécifiques, de l'électronique spécifique, donc on a dû commander en urgence pour pouvoir dépanner tous les athlètes qui... Et tu vois, il y a un effet trottinette aussi chez les paras. Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'anecdotes, parce que grâce à la team Autoboc, figurez-vous que l'équipe chinoise de basket fauteuil a pu participer au jeu et pourtant c'était pas gagné. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, vous leur avez bien sauvé la mise. Ouais. Alors c'est relativement technique, mais c'est vrai qu'au niveau des fauteuils roulants, au centre du fauteuil roulant, donc il y a l'axe au niveau de la roue et il y a des rayons. Et en fait, on doit protéger cette zone-là pour éviter qu'il y ait des blessures, notamment les doigts des personnes contre qui ils jouent, pour se protéger, qui ne rentrent pas dans les moyeux et dans les rayons. Et en fait, leur protection n'était pas aux normes. Et donc, effectivement, ils n'étaient pas éligibles. Et donc, on a des imprimantes 3D au village. Et donc, on a recréé en 3D pour chacun le composant à la bonne taille pour qu'il puisse être certifié, puisque c'est très spécifique au niveau des fauteuils. Incroyable. Bien sûr. 19h42, Jessica et Monsieur Bertrand Azory. En natation, je ne sais pas s'il y a beaucoup de prothèses. Non, il n'y a pas de prothèses du tout. C'est le seul site où on n'est pas présent. C'est ça, c'est le seul site où... je vous dis ça parce qu'on va suivre ensemble. Vous allez commenter avec nous, avec Nolan qui va nous rejoindre, qui devrait faire, on lui souhaite, il va le faire. Et il fera les Jeux Olympiques, évidemment, en para. Donc vous le verrez au village d'athlètes à Los Angeles. Il n'aura pas besoin de vous. Nolan qui va commenter une course que tu attends avec impatience parce que ce sera la 3e médaille du soir, logiquement, avec ton copain Alex Portal. 3e médaille du soir, je l'espère pour lui. Il y a encore Boki, son sérieux adversaire, qui lui a volé toutes ses médailles d'or. Il est encore là. Donc j'espère que ça va très bien se passer pour lui. Le 204 nage, il adore ça. C'est un effort assez long parce que là, on en a pour 2 minutes 15 environ. Pour le rappel, le 204 nage, c'est 50 mètres papillon, 50 mètres dos, 50 mètres brasse et 50 mètres crawl. Ah oui. Et la meilleure spécialité dans les 4, qu'est-ce qu'il préfère, Alex? Portal, il préfère quoi, Nolan? Papillon et... Vas-y, Nolan. Le crawl. Papillon, le crawl. Papillon et crawl, d'accord. On rappelle, la catégorie sont des déficients visuels, hein? C'est ça, ils sont S13. Oui, c'est la plus petite catégorie de malvoyants. Ils voient quand même... Parce que je pense à la petite Keita ce matin que je voyais courir, qui dit qu'à 5 cm, elle y voit rien, quoi. Il est atteint de albinisme oculaire. Je ne sais plus à quel dixième il voit exactement, mais il est moins atteint que son frère, en tout cas. Moins atteint que son frère qu'on a vu. Cette superbe famille. C'est parti. Dans quelques secondes, le top départ pour 2 minutes de course avec toi. C'est parti, juste maintenant.
Vas-y, toi qui rêves Donc Alex, il fait une très très longue coulée d'Alex Portal qui arrive jusqu'à 15 mètres. Et là, c'est un effort très très long. Le 50 mètres papillon. Il faut pas partir trop vite parce que c'est quand même long, 200 mètres. Pour avoir déjà tenté l'expérience d'être parti trop vite, c'est compliqué. Mais il est très très bien, Alex. Il est à la ligne d'eau numéro 5, il me semble. 5 D'accord. Ligne numéro 6, pardon. Il est à 6 dixièmes de Boki. Il est très très bien. Très très bien. La sortie, la planche. Maintenant, on est parti pour 50 mètres d'eau. Le dos, il a fait le 100 dos. Il est arrivé 3e avant-hier. Donc le dos, il est très très bon également. De toute façon, Alex, il est bon dans tout. Il est actuellement en 3e position. Il est très très bon. Boki qui commence déjà à avoir 1 ou 2 mètres d'avance. Mais bon, on sait que Boki est très fort. Alors que Alex commence à remonter sur la personne, je sais pas qui c'est, à la 5e place. Alex Portal qui est maintenant à moins d'une seconde de Boki, mais qui est en 3e position, mais qui est en train de remonter sur la brasse. Alex qui est très solide de partout dans tous les cas, mais la brasse, il est très solide également. Il remonte sur Boki, non pas spécialement. Il essaye de mettre une petite longueur d'avance. Je pense que franchement, Boki, là, il est intouchable comme depuis le début. Il est au-dessus, hein. Mais Alex, il faut qu'il assure la médaille d'argent. Boki, il est très très fort, il le sait, le Biélorusse, mais il va même, je pense, Boki essaie d'aller titiller le record du monde. Il est très très bien, Alex. Là, il a 2 mètres d'avance maintenant. Il a 3 secondes de Boki. Il va tout donner pour essayer d'aller chercher l'or, mais l'important, ça va être de rester sur cette médaille d'argent. Mais je pense qu'il faut pas qu'il s'écroule. Il va pas s'écrouler. Mais normalement, ça devrait le faire. Il est dans les 15 derniers mètres. Boki qui veut peut-être faire le record du monde. Record du monde dans le 12,02,70. Ouais. Est-ce qu'il va le faire? Boki, 12,03. Alors qu'Alex Portal reporte une médaille d'argent. Carton plein pour Alex Portal sur ses 4 nages, 4 médailles, 3 d'argent et 1 médaille de bronze. Pas mal du tout ce commentaire de Nolan et cette course d'Alex Portal. Tu nous as fait vibrer. Merci Nolan. La natation, c'est extraordinaire, hein. On enchaîne les médailles et la famille Portal, c'est quelque chose. Merci à toi. À demain, Nolan. On revient avec notre... À demain tout le monde. À demain, avec grand plaisir. On l'a dit, pas besoin de Repair Center à la piscine. Quelle est finalement la discipline qui vous donne le plus de travail? Est-ce qu'il y en a une ou pas ou c'est... Non, alors la discipline qui nous donne le plus de travail, c'est l'athlétisme, mais parce que ça couvre énormément d'épreuves en fait. Après, sinon, la majorité des réparations sur les fauteuils de compétition, c'est le basket et le rugby. Basket et le rugby, hein. Oui. On l'a vu. Jessica ? Ils viennent aussi pour des petites choses de la vie quotidienne, hein. Pas seulement pour le sport. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, 80% de nos réparations, c'est sur les appareils de la vie quotidienne en fait. D'accord, comme on parlait de la trottinette tout à l'heure, oui. Ouais. Parce que en fait, c'est maintenant acté le fait qu'on soit là à chaque jeu, que tout est gratuit. Et donc, la majorité des personnes qui viennent nous voir dans les 10 premiers jours, c'est qu'ils ont soit leur prothèse, soit leur fauteuil roulant qui est détruit ou pas loin. Ou obsolète aussi, peut-être. Alors, en plus, j'ai vu quand même un athlète arriver avec un genou qui avait 35 ans. Ah oui. Ouais. Donc c'est aussi une chance pour eux, pour les pays qui ont peut-être moins d'argent. Ah oui, oui. Parce que parlait de trottinette tout à l'heure, on en parlait, je parlais avec Johan Taberlet, qui est notre expert, sa petite mobilette, elle lui coûte 9 000 €, quoi. Et je crois que c'est 500 € de rembourser encore, c'est pas sûr. Donc dans des pays où on n'a pas beaucoup d'argent... On a, effectivement, et donc la majorité, c'est tous les pays en voie de développement qui viennent nous voir, qui profitent de la chance extraordinaire. Ils ont à disposition un prothésiste, un orthoprothésiste qui va prendre en charge, et en plus, tout est gratuit. Donc on refait une emboîture, on change le pied, le tube, le genou, et on lui met les mêmes dispositifs qu'on mettrait à n'importe quelle personne. Donc c'est vrai que avant les Jeux, pendant les Jeux, c'est plus la compétition, mais les 10 premiers jours, c'est énormément, c'est quasiment 90% d'appareils de la vie quotidienne. Alors ce qui est très fair-play, je trouve, c'est que vous vous occupez de tout le monde. Pas seulement heureusement, Jessica, comme nous, qui ont comme fabricant Autoboc. Vous vous occupez même des sportifs qui ont fait appel à vos concurrents. Voilà. Ah oui, ça bravo. Sympa. Voilà. Ah ouais, ça c'est fair play. Ah ouais. C'est vraiment que pendant les Jeux, parce qu'après le orchestre. C'est clair. Non mais bravo. Mais chez Autoboc, c'est l'autobloc. C'est ça. Donc on est leader mondial en termes de fabricants, donc tous les composants on les a à disposition. Après pour les lames de course notamment. Effectivement, on a un concurrent et donc on a ces lames au village. Si jamais un athlète
On lui propose une lame autobox s'il veut changer, c'est l'occasion. Ça c'est bien ça. C'est de bonne guerre. Après, la majorité, s'ils sont entraînés depuis des années ou des mois avec un matériel, et en règle générale, ils le gardent. Donc, effectivement, on l'a à disposition. Ouais. Avant de laisser la dernière question, Jessica, parce qu'il ne reste plus que 10 minutes, vous avez parlé de ces fameuses lames. On a vu Alexis Anquincan triompher avec d'une lame. Vous avez parlé de génération avec 35 années derrière. Là, on est dans le futur. Est-ce qu'un jour, je vous pose la question franchement, est-ce qu'un jour, un athlète équipé par vos soins, par Autoboc, avec une ou deux jambes, avec deux lames, avec deux lames, peut battre un valide? Alors... c'est une question piège. Non, parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question et c'est aussi pour ça qu'à un moment on n'a pas voulu qu'il y ait des athlètes, des para-athlètes qui puissent participer aux Jeux valides, parce qu'il y avait un risque de dérive, parce que si on veut vraiment arriver à battre un valide, il faut être bien amputé entre parenthèses. Oui. Il faut qu'il y ait une bonne longueur de moignon, c'est ça. Pas que ça soit trop long puisqu'on peut pas mettre de matériel, pas que ça soit trop court, sinon il y a un problème de bras de levier. Donc en fait, on pourrait imaginer quelqu'un de bien amputé en bilatéral, on veut juste que ça soit, être sûr que ça soit un accident, équipé avec des lames, sur une distance suffisamment longue pour pouvoir lancer. Sur 100 mètres, c'est trop court en fait. La synergie développée par les lames carbone, dans les premiers temps, elles sont dures comme de la pierre, donc en fait, ils doivent se lancer. Mais on peut imaginer que sur un 200 mètres, effectivement, une fois lancé, puisque une fois lancé, c'est vraiment impressionnant. On puisse à terme rattraper les valides. Même s'il y a un virage aux 200 mètres, alors que 100 mètres par exemple, il n'y a pas. Mais sur 100 mètres, je pense pas que ça sera possible. Toute dernière question, Jessica. Oui, ce qu'on peut dire avant de se quitter, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est qu'en dehors des compétitions sportives, vous accompagnez au quotidien des patients qui ne sont pas particulièrement sportifs, monsieur, madame, tout le monde qui a besoin de vos équipements. Ça, c'est ce que vous faites absolument partout dans le monde. C'est important de le dire, parce que c'est pas dédié aux sportifs de haut niveau ce que vous faites. Non, c'est vrai que nous, on est présents dans une centaine de pays. Notre métier d'orthoprothésiste, c'est de prendre en charge toutes les personnes qui ont des déficiences ou des handicaps, ou que ça soit pour des prothèses pour des personnes amputées, des orthèses, ou pour du positionnement sur des personnes, notamment les enfants qui sont polyhandicapés. Après, là, effectivement, au moment des Jeux, on s'occupe d'athlètes. Le résultat, on s'occupe de patients. Après, le travail reste le même. C'est juste que c'est des personnes qui ont des parcours de vie encore plus extraordinaires par rapport au sport, de là où ils viennent, ce qu'ils ont mis en place et pour arriver au jeu. C'est une très belle entreprise. C'est une entreprise familiale, on peut le dire, 4e génération. Mais une très belle entreprise familiale. Très belle. Qui accepte les concurrents pendant un certain temps. Bien compris. Vous restez avec nous parce que on va passer au défi dans quelques instants. Fabrice, ça t'ennuie pas. J'aimerais qu'on passe tout de suite à l'épisode suivant chez nous, dans notre grande pièce de théâtre du soir. C'est un acte important, l'acte sport et tourisme. Parce que Laurent Guéna nous rejoint, bien sûr. Bonsoir, Laurent. Parce que là, on vient de parler des gens avec des prothèses et autres, mais on parle aussi de ceux qui ont des handicaps. On sait qu'il y a des gens qui ont quasiment pas de vue, qui ont perdu la vue, ou qui voient quasiment rien. Mais par exemple, il n'y a pas d'athlète sourd, tu as remarqué ça? Ben oui, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'athlète sourd. Et beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi il n'y a pas d'athlète sourd pendant les Jeux paralympiques? Alors, c'est tout simplement parce qu'ils ont leurs propres Jeux olympiques à eux. D'accord. Et d'ailleurs, je propose qu'on aille tous à Tokyo l'année prochaine, en novembre prochain. Ça va se passer à Tokyo, ça s'appelle les Deaf Olympics. Alors, deaf, comme tout le monde n'est pas bilingue, comme moi, ça veut dire sourd. Voilà. Donc, on va pouvoir se déplacer à Tokyo, voir les Deaf Olympics. Alors, comme pour les Jeux Olympiques valides, tu as des Jeux Olympiques d'été et des Jeux Olympiques d'hiver. Tous les 4 ans aussi pour les Jeux Olympiques d'hiver. Les derniers ont lieu en Turquie, c'était l'année dernière. Bon, on a raté le coche. Alors, pourquoi ces Deaf Olympics pourraient pas se mélanger, quoi, parce que c'est vrai que pour un départ maintenant, il y a plus le vieux pistolet, mais ça peut être une lumière tout simplement sur. Oui, alors c'est une lumière, on peut y arriver, mais le problème c'est qu'ils sont les Deaf Olympics, c'est 3000 athlètes. Ah, c'est pour ça. Et okay. Donc si tu as intégré 3000 athlètes dans l'événement paralympique, tu vas créer un événement dans l'événement. Et aussi, alors il y a certains athlètes sourds ou malentendants qui concourent avec les valides. Donc ils sont un peu tiraillés entre les deux sports. Il y a
je crois que j'ai vu, il y a eu 4 ou 5 déjà athlètes, surtout dans l'athlétisme, qui ont participé à des Jeux Olympiques et qui ont fait de très bonnes performances. C'est ça. Donc, c'est aussi un petit souci. Alors, le gros souci, c'est que, comme ils sont ni olympiques ni paralympiques, c'est que c'est très très peu médiatisé. C'est absolument pas médiatisé. On a tous découvert ou presque, il n'y avait pas de personnes de sourds à ces Jeux paralympiques. Donc, ils font de très belles performances. Les Français rapportent toujours beaucoup de médailles, mais on le sait pas. On le sait pas parce que ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour diffuser des images. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Donc, ça c'est curieux. Et alors, ça existe comme depuis un siècle. C'est une vraie. Ça a été créé en 1924, en même temps que les Jeux de Paris. Par un monsieur qu'on appelait le baron de Coubertin-Sourd, et il a créé ces Jeux Olympiques. Et on les appelait à l'époque, c'était joli, les Jeux mondiaux silencieux. Et depuis 1924, tous les 4 ans, on a ces Jeux. Donc, pourquoi pas prendre rendez-vous à Tokyo l'année prochaine pour leur donner un gros projecteur qui mérite. Merci pour cette belle précision, en tout cas de ta part, Laurent Guénin, ce soir avec Sport et Tourisme. Et pour le tourisme, on ira donc au Japon. Merci à toi, Laurent. La question du soir, le défi du soir de Jérôme Armand, sans plus tarder, et je vous demanderai tout à l'heure votre avis, monsieur le docteur, monsieur le directeur technique du Repair Center d'Autoboc, pour ou contre les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel? Réponse. Le sujet du jour, ou le sujet de la semaine, ou le sujet du mois pendant ces Jeux paralympiques et suite aux Jeux olympiques, c'est les anneaux qui sont accrochés derrière moi sur la Tour Eiffel. Doivent-ils rester? Vont-ils rester, hein? Donc c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui se pose même pas la question, qui dit moi je vais faire en sorte que les anneaux restent. Alors je vous propose, c'est un défi aujourd'hui, un gros défi. On va se balader, il y a plein de gens qui sont là, on va aller leur poser la question, est-ce que vous êtes oui ou est-ce que vous êtes non pour que les anneaux restent? Bonjour, vous revenez de la visite de la Tour Eiffel? Oui, tout à fait. On peut savoir si vous êtes pour ou contre les anneaux? Oui, enfin, afin qu'ils restent après, parce qu'on ne sait pas s'ils vont rester. Pour, oui. Moi, je suis pas contre. Mais vous n'êtes pas pour? Moi, je suis, en fait, ni pour ni contre. Faut qu'il reste sur la Tour Eiffel pendant 2 ans au moins. Pendant 2 ans et après? Il peut se promener en France. Oui. Pourquoi? Parce que c'est joli. C'est joli, et toi, t'es pour ou contre? Moi, je suis pour contre. T'es pour contre? Ah bon, d'accord. Oui. Je suis contre, parce que c'est pas très... Enfin, quand il l'a créé, il les a pas mis pour ça. Vous voyez, les amis, une autre télé, des concurrents, ils posent les mêmes questions que nous. Je vais aller poser la question, parce que les humains, ils savent pas. Bonjour. Can I ask a question to the dog? To the dog? Yeah. Yes. Alors le dog, pour ou contre les anneaux sur la Tour Eiffel? Ah non, ils vont bouffer mon micro. Bon, ils sont contre. La majorité des gens qu'on a rencontrés, ils sont pour laisser ces anneaux. On va aller voir Madame le maire, on va directement à l'hôtel de ville. On voulait monter au pilier nord là, et puis aller les démonter direct. Non, ils vont rester, ils sont là. Ils vont rester apparemment. Ouais, défi à moitié relevé parce que tu aurais pu monter quand même à l'étage. C'est ça. Mais j'aime bien la jeune fille parce qu'elle est très française. C'est comme pour nommer un Premier ministre, tu sais. Je suis pour contre. Je sais pas. Je suis pas si je suis pour, si je suis contre. Pour ou contre? Pas forcément pour, et surtout quid des agitos qui sont sur l'Arc de Triomphe. Merci, il nous rejoint, c'est ça que je voulais entendre. On termine avec les top 5, les plus belles photos. Salut Jules, salut à toi, merci d'être avec nous. Top 5, première image. Top 5 déjà, je vous promets, c'est la dernière fois qu'on parle de la maire de Paris. Alors encore un truc sur elle, Anne Hidalgo annonce que le prix du ticket de métro restera à 4 € en souvenir des JO de Paris. On n'espère pas évidemment. C'est bien. Elle a encore un Stéphane Houdet. Le super papa, encore une fois, Stéphane Houdet. Avec qui pose son bébé sur le fauteuil. Il s'était imposé 6-2, 7-5 en simple. Et en double cet après-midi en plus. Ouais, c'est bien. C'est cool. Troisième image. Là, c'est Khalifa Youmé, c'est le joueur français en cécifoot. Le premier match de la France, c'était contre la Chine. Ils sont imposés 1-0. Le seul but du match inscrit par Khalifa Youmé sur un très beau but en solitaire. Pas facile de marquer non plus. Double contact, petit pont et but. Ouais, hier, on a pris 3-0 contre le Brésil. Et il nous restera ce soir la Turquie pour passer au tour suivant. Dernière photo. Là, c'est avant-dernière. Là, c'est la Ola muette du cécifoot. C'était incroyable à voir. Mais, merci la France pour ces images. Alors, vous pourrez retrouver la vidéo facilement sur les réseaux. Mais c'est franchement hilarant. Ouais, c'est très très sympa. Puis on le voit, il y a du spectacle partout.
Et là, c'était entre 2 épreuves de para-badminton, 2 balayeurs volontaires qui ont commencé à faire un show, qui ont commencé à danser sur le terrain, qui ont enflammé le public. Et franchement, ils dansaient vraiment très très bien. T'as raison, j'ai vu ça tout à l'heure en basket photo, il y a Bercy, c'était formidable. Merci à toi, Jules. Merci, Jessica. Tu en es où, toi, du lancer? Le lancer, c'est pas terminé, mais Sohan Messoni a lancé son dernier jet à 15,50 m, donc c'est pas terrible. Bon. Il sera, quoi qu'il arrive, 4e. Et puis on surveillera évidemment les autres épreuves d'athlétisme ce soir. Combien de médailles aujourd'hui, mon cher Fabrice? 3. Ouais, pas mal déjà. Ouais, mais je suis déçu. Non, c'est pas 4? Si je voulais voir 4 mois. 3 en natation et une en tennis de table, non? Ah oui, c'est pour que tu sois. Je regarde si tu suis. Tu reviens demain quand même, Fabrice, ça va aller? Non, mais moi je boude. Il n'y a pas de Marseillais, je boude. Autrement, t'envoies au Repair Center de Tobruk pour remettre tes comptes à jour. On a passé les 100 médailles sur l'ensemble des 2 jeux. Merci à vous, Bertrand Azori, d'être venu jusqu'à nous. Il est 20h, bonne fin de soirée. On se dit à demain, 19h-20h. Bonsoir Paris, c'est sur Radio Sport. Radio Sport.